Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Emmanuel Macron va-t-il, par aveuglement idéologique, provoquer une paralysie de notre pays ? Alors que nombre de Français s'interrogent sur la pertinence et l'efficacité de sa politique, dans un contexte économique déjà difficile, le président ne semble avoir que rigidité et mépris à leur opposer. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Emmanuel Macron stigmatise les manifestants. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder Oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Vous rigolez ou quoi? Mener le pays à sa ruine. C'est vous qui avez mené à la ruine. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. C'est vous les 6 millions de chômeurs. Je suis en désaccord. C'est vous les 6 millions de chômeurs, c'est pas nous. Nous on travaille, monsieur. Ce qui est important, ça serait peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées, juste sur la base de rapports ou sur la base d'intentions. C'est peut-être ça qu'il faudrait essayer de bouger dans notre pays. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. nous, on a quand même 51 ans, on ne croit pas au Père Noël, quoi. Hein, donc, cette remarque-là, Qu'est-ce que vous attendez ? on attend qu'il fasse son boulot de président. On attend qu'il fasse son boulot aussi par rapport à tous ces milieux ruraux là qui sont en train de crever. Vous dites quoi, que la grève peut s'arrêter du jour au lendemain ? Si le gouvernement et direction de la SNCF ouvrent de réelles négociations sur la base des points que nous avons proposés, les choses peuvent vite s'arrêter. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Conséquence de ce manque d'écoute, ces derniers jours auront été marqués par d'importants mouvements de grève, trouvant parmi les Français un écho auquel l'Élysée ne s'attendait pas. Employés de la SNCF, éboueurs, retraités, salariés de Carrefour, étudiants, personnel hospitalier, la liste de ceux qui ne se satisfont pas des orientations données au pays est longue. Une réalité d'autant plus inquiétante que ce n'est pas dans une hostilité de principe au pouvoir en place, mais bien dans leur quotidien que les Français trouvent des raisons d'être insatisfaits et d'exiger des politiques plus en adéquation avec leurs besoins. Moyens humains renforcés pour s'occuper des personnes âgées et malades, droit de choisir sa formation, sauvegarde de l'emploi, limitation de la fiscalité sur les retraites modestes, amélioration ou à minima non-dégradation des conditions de travail, protection de secteurs utiles à la communauté nationale face à la concurrence. Les demandes des Français sont multiples, mais elles semblent exprimer une volonté commune de voir à nouveau les institutions servir le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents parce qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour mesdames. On veut des services publics, du personnel. Pendant les vacances, il n'y a pas de coupe budgétaire, il ne faut pas dire des bêtises. Le budget augmente. Dans le cadre du plan de redressement des finances publiques, le gouvernement a demandé aux établissements hospitaliers de réaliser 3 milliards d'euros d'économies entre 2015 et 2017. Principale conséquence, la suppression de 16 000 places en 3 ans. Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, l'ondame d'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Non, les chiffres ne diminuent pas. Économie oblige, une centaine de lits a été supprimée l'an passé dans cet hôpital. Face au manque de personnel et de moyens, la sûreté des patients est-elle assurée? La question se pose. Les médecins n'ont pas le sentiment d'être entendus par les gouvernements qui se succèdent. Et puis à force d'en parler, c'est tellement devenu habituel que est-ce qu'on nous entend, ça se discute. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regarde, mais oh là là, un pays, vous savez, qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Sur un étage dans le service où je travaille, il y a quand même 32 résidents, nous sommes 2 aides-soignantes et c'est la course. On nous prend pour des galinettes cendrées et d'élevage, puisque nous sommes toujours là à disposition, on ne fuit pas, on reste pour le bien de nos patients, puisque c'est l'amour de ce métier qui nous fait rester, au détriment de notre famille, de notre vie privée malheureusement. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela.
Par opposition, le traitement qu'Emmanuel Macron veut imposer à la SNCF symbolise à merveille l'entêtement de quelques idéologues à privilégier l'intérêt d'une toute petite minorité. S'il passait, ce projet de loi, transposé d'une directive européenne, transformerait l'entreprise nationale en entreprise par action, avec, à terme, sa vente possible à des intérêts privés, tandis que l'entretien des voies serait toujours financé avec notre argent. Un projet totalement inefficace pour peu que l'on mesure l'efficacité, non à la possibilité d'enrichir quelques amis, mais au service rendu au public. Pas étonnant donc que le gouvernement préfère esquiver tout débat sur la question, détournant l'attention par un discours usé jusqu'à la corde sur les privilégiés de cheminots. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi la fin du statut social des cheminots va permettre au train d'arriver à l'heure. Poser la question comme ça, c'est la poser avec l'idée que nous nous attaquerions, entre guillemets, à des choses qui seraient sans importance. La vérité, c'est Non, sans rapport peut-être, c'est pas la question de l'importance. La vérité, c'est que si nous faisons cette réforme, c'est pour faire en sorte que la qualité du service public, que la qualité du service ferroviaire s'accroisse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le statut social des cheminots ? Vous savez parfaitement, Monsieur Demorand, parce que je crois que l'ensemble des Français le savent, que cette qualité du service public, que cette qualité du service ferroviaire, à laquelle ils sont attachés, j'ai aucun doute là-dessus, elle se dégrade. Elle se dégrade à cause sur les petites lignes du statut social des cheminots. Non, elle se dégrade pour un ensemble. Ces dernières années, les Français ont accepté que l'on rogne sur leurs droits parce que, leur a-t-on dit, c'était la crise et il fallait se serrer la ceinture, quand bien même quelques-uns continuaient de s'enrichir honteusement. En un an, le patrimoine de Bernard Arnault a augmenté de plus de 70%. Ça fait 30 milliards de dollars de plus. Ça fait 800 € à la seconde. Mais alors que les mêmes experts vantent le retour de la croissance, on continue à exiger de nous des sacrifices, prétendument pour notre bien. Pourtant, soyons sérieux, 5 minutes. Qui pense encore réellement que liquider nos entreprises nationales se fera pour le bien du pays, alors que c'est déjà ce que l'on nous a fait avaler pour brader nos autoroutes ? En 10 ans, le tarif des péages a augmenté de près de 20%. Dans le même temps, les sociétés autoroutières ont vu leurs dividendes exploser. C'est forcément rentable, c'est 1,5 milliard de rente autoroutière, autrement dit de bénéfices par an. Pour un chiffre d'affaires de 8 milliards, 1,5 milliard de bénéfices, c'est quand même pas mal. Et les sociétés vont tout faire pour optimiser la rentabilité, d'abord en réduisant les effectifs. On va vers une automatisation massive et à outrance en fait, pour supprimer de l'emploi. On était à peu près 20 000 avant la privatisation. On est maintenant à peu près 14 000, donc on a perdu 6 000 salariés, ce qui représente environ 30% de la masse salariale. Qui pense encore qu'une politique détournant les fruits de la croissance vers quelques privilégiés est profitable à tous ? Qui pense encore que supprimer des trains, dégrader nos conditions de travail, supprimer des emplois dans la grande distribution ou laisser des malades mourir dans des couloirs d'hôpitaux représente un progrès ou même une nécessité ? Le problème du modèle social, c'est pas un problème qui est trop de dépenses, c'est qu'il y a de moins en moins de rentrées. Il y a eu 130 milliards de baisse de rentrées fiscales sur les 10 dernières années qui ont fait que machinalement les déficits ont augmenté. Vous regardez sur la sécurité sociale, au moment de la crise, vous avez les dépenses qui ont été doublées. Ça ne veut pas dire que les gens étaient 2 fois plus malades. C'est tout simplement comme il y a eu plus de chômage, il y a eu moins de rentrées et les gens ont toujours été autant malades et donc les dépenses ont augmenté. C'est un rapport d'entrée et de sortie. Voilà, c'est un rapport d'entrée et de sortie. Donc il y a des périodes basses où il y aura plus de dépenses et des périodes hautes où il y aura plus de rentrées. Donc vous regardez ça sur ce modèle social. On n'a jamais de financement, mais on est prêt là aujourd'hui à se priver de 20 à 24 milliards de rentrées fiscales avec la baisse de l'IS, avec les cadeaux sur l'ISF, avec la flat tax sur les revenus financiers. Et de l'autre côté, on vous dit oui, mais on n'a pas les moyens. Donc il y a une espèce de géométrie variable dans l'épouvantail de la dette qui est utilisée. Quand il s'agit de baisser les impôts, et c'est pareil chez Trump, là il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de couper sur les dépenses de santé, les dépenses de soins, les dépenses dans les crèches ou les hôpitaux, là la dette c'est un problème. Plus que tout, les Français aspirent au respect. Et respecter les Français, c'est en premier lieu cesser de leur raconter n'importe quoi et faire preuve d'humilité et d'écoute. Respecter les Français, c'est reconnaître que les politiques menées ces dernières décennies ont échoué et ont abîmé le lien national. Respecter les Français, c'est tenter de remettre les institutions réellement en marche, c'est-à-dire au service des citoyens. Dans les prochaines semaines, à nous donc d'user de tous les moyens que la loi nous donne pour rappeler à Emmanuel Macron que ce ne sont ni les marchés financiers ni la Commission européenne qui l'ont élu et que ses obligations sont envers le pays. Et à nous, bien sûr, de prendre acte s'il s'avérait qu'il ne remplit pas ses obligations.
Merci d'avoir suivi le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.